Les informés de France Info avec ce soir Éric Métou de l'Express, Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon, Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions et l'humoriste Guillaume Meurice. Les derniers mots des grands hommes sont souvent flamboyants. Soldat droit au cœur, avait prononcé le général Ney devant le peloton d'exécution. Alors il est temps que je désemplisse le monde, aurait prononcé Victor Hugo au crépuscule de son existence. S'il y a du jambon, alors ça sera une double ration de frites, avait prononcé donc Nicolas Sarkozy lors d'un des derniers de ses meetings. Oui, on reste dans l'histoire comme on peut. Nicolas Sarkozy s'en est allé. Voilà, bon, éliminé au premier tour, confiant en François Fillon pour la victoire de dimanche prochain. Que restera-t-il de la tentative de retour de l'ancien président de la République? Guillaume Larrivé, le soutien de Nicolas Sarkozy à François Fillon, il était logique? Oui, vous savez, j'ai 12 ans de sarkozysme au compteur. Pardon. Vous allez penser, Guillaume Meurice, que j'ai un profil un peu chargé, mais je le dis avec beaucoup de fierté. Oui. Ça a été l'honneur et un vrai bonheur de ma vie professionnelle, avant d'être député, de servir Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, à l'Élysée. Il m'a appris beaucoup de choses, une sorte de manière d'exercer le pouvoir, comme une accélération de la vie, je dirais, un vrai volontarisme. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses quand même. Et je trouve que la manière dont il s'est exprimé dimanche, il l'a fait avec beaucoup de panache. Alors beaucoup justement, de panache, beaucoup de dignité, beaucoup d'élégance. Il est bon dans les discours de défaite, il est bon déjà. Je voulais vous montrer une une, c'est celle des Inrecuptibles. Je ne sais pas si vous l'avez vue aujourd'hui. C'est une une assez violente envers Nicolas Sarkozy, où on voit son portrait avec le mot loser dessus, en reprenant cette photo du New York Journal. Avec Donald Trump marqué loser. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle médiocrité. Quelle médiocrité. La une de Libé aussi était très dure lundi. C'était presque un masque mortuaire. Je l'ai dit à un de vos confrères, presque mi-mortuaire, mi-vampirique. Non, tout ça, c'est pas bien. Voilà. Il a été chef de l'État. Il a une manière très honorable tenté de renouer au fond son histoire avec les Français. Voilà, le peuple de droite s'est exprimé. Il accepte avec beaucoup d'humilité cette décision. Une page est tournée, un chapitre de l'histoire de la droite française est refermé. Mais maintenant, il nous appartient de continuer notre chemin. L'histoire de France n'est pas finie. L'histoire de la droite française n'est pas finie. Et l'histoire de nos vies n'est pas finie. Je sais, ça, continue. Vous êtes sûr que vous voulez pas arrêter, vous voulez pas faire un break? L'histoire de France, c'est pas Guillaume Meurice. Je suis sûr, je peux pas faire un break. Quand vous avez vu Nicolas Sarkozy, finalement, s'en aller tirer sa révérence, il a fourni beaucoup de travail quand même à votre profession. En tant qu'humoriste, c'est un petit pincement au cœur. Oui, on va pas se mentir. Et puis, on va voir. Il a quand même un avenir judiciaire. Il a plus d'avenir politique, mais on espère que les juges vont s'occuper de son cas. Après, j'ai peu d'espoir quand même là-dessus. Il a été ministre du budget, ministre de l'Intérieur. A priori, il a des dossiers sur tout le monde. Donc, il y a des grandes chances qu'il s'en sorte. Mais bon. Audrey Goutard, on a vu quand même que Nicolas Sarkozy, comme Valéry Giscard d'Estaing, quand on est ancien président, revenir, les Français, finalement, n'en sont pas trop fans. Non, on l'a bien vu, clairement, et je vois pas pourquoi ça changerait. Enfin bon, on verra. De toute façon, aujourd'hui, tout est possible depuis le Brexit, Trump, tout est possible. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir un peu comment l'équipe resserrée de Nicolas Sarkozy va être recasée en quelque sorte. Comment les uns les autres, après tout, il y avait des commis de l'État, vous avez travaillé dans plusieurs ministères, etc. Comment tous les uns les autres, vous allez vous recaser, vous diluer dans ce mouvement de droite. Voilà. Guillaume Larrivé, si vous voulez répondre. Très sensible d'abord à cette interrogation. Les gens s'inquiètent. On s'inquiète pour vous. Non, mais plus sérieusement, on n'est pas à la recherche de poste quand on s'engage en politique. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Ça peut paraître un petit peu hypocrite. Mais c'est la vérité. Parce qu'on peut avoir un job ailleurs. Je crois qu'il y a longtemps que plus personne ne croit ce genre de phrase, par exemple. Je pense que ce genre de phrase fait du mal à la politique, en vrai. Vous avez tort. Mais en fait, c'est pas grave. On s'engage. Faut bien comprendre que c'est pas grave. Vous engagez en politique pour avoir des postes de responsabilité. Et en vrai, c'est bien. Vous avez raison. Attendez, on s'engage. Ne soyez pas hypocrite. Non, mais je suis absolument pas hypocrite. Je suis hyper sincère. On ne se connaît pas, mais on s'engage pas en politique pour savoir à quelle heure on va manger, à quelle heure on va inaugurer quelque chose. On s'engage en politique parce qu'on a la passion de la France et qu'on veut faire des trucs. Et il se trouve que voilà, on a des règles du jeu collectives. On avait décidé de faire une primaire. Le peuple de droite s'exprime. Il choisit un nouveau leader. Il le choisira dimanche. Je ne rappelle d'ailleurs qu'il y a 2 tours. C'est pas encore fait. Il le choisira dimanche. Et puis dimanche, voilà, on aura un nouveau leader. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans une organisation caporalisée derrière lui. Chacun a sa spécificité, sa personnalité, ses idées. Mais ça veut dire aussi quand même qu'il va être le capitaine d'une équipe collective. Ça sera à lui de décider son organisation. Et on a bien l'intention de faire le boulot. Et faire le boulot, Guillaume Métou, c'est aussi mener une campagne.
parler entre nous. C'est mener une campagne qui va durer 5 mois. Parce qu'il serait bien présomptueux de penser que tout est joué, que tout est décidé. En fait, c'est une élection à 6 tours. Ah, bien sûr. C'est très long. Jusqu'aux législatives du mois de juin. 6 tours. C'est très très long. Et ça nous rassure à nous, parce qu'on aura de quoi parler. D'ailleurs, Éric Meytoux, finalement, aujourd'hui, quand vous avez vu dimanche, c'est vrai, pour Nicolas Sarkozy, pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose en héritage que laisse Nicolas Sarkozy, justement, en héritage à cette droite? Oui, mais alors, je suis moins admiratif que vous. C'est-à-dire que je trouve que ce que laisse Nicolas Sarkozy à la vie politique française, je vais pas résumer ça au bling-bling parce que ça serait caricatural et trop rapide, mais en tout cas, c'est une manière de politique qui fait passer plutôt l'apparence avant les idées. Ce qu'il a laissé à François Hollande, ce qu'il laisse à la campagne aujourd'hui et ce qu'il risque de laisser à la présidentielle dans 6 mois. C'est-à-dire qu'on est passé sous Nicolas Sarkozy quelque chose de très personnalisé et pas à la manière du général de Gaulle auquel tous vos amis politiques se réfèrent, mais plutôt à l'image de ce qui peut se faire sur les scènes que vous fréquentez. Guillaume Meurice. Les humoristes, c'est pas hyper nuancé, si vous me permettez. Alors justement, c'est un peu. Vous pourriez quand même alimenter une colonne un peu positive aussi. Président, je parle dans son héritage sur la vie politique française, sur la manière dont se comportent les hommes politiques aujourd'hui. Bah oui, je suis désolé, c'est ça qu'il a laissé. On va continuer à en parler justement de Nicolas Sarkozy dans un instant. On revient dans quelques minutes, les informés de France Info. Et vous, ça discute, voilà, pendant ce journal, et oui, Guillaume Meurice, les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Ce soir, ils sont pétillants et réjouis de déguster une eau minérale à la radio et à la télé. Et autour de la table des informés de France Info, nous trouvons donc Éric Meytoux de l'Express, le député de Lyon, les Républicains, Guillaume Larrivé, Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions et l'humoriste Guillaume Meurice. Juste avant de passer à la gauche, encore juste une petite question sur la droite. C'était pour vous en fait, Guillaume Larrivé, forcément. 3 jours avant le vote de dimanche dernier, vous avez déclaré au journal Les Échos, alors vous aviez la conviction que Nicolas Sarkozy serait en tête, forcément, mais surtout moi ce qui m'intéresse, c'est vous dites parce qu'il a un socle extrêmement solide au sein de la droite française. Oui. Pourquoi aujourd'hui, finalement, ce socle s'est déplacé à votre avis? Non, je pense que le socle, il l'a eu près d'1 million de voix. Mais le socle, manifestement, n'était pas majoritaire. Voilà, c'est un fait. Ouais. C'est un fait. Il y a un socle. Il y a encore, naturellement, aujourd'hui, beaucoup de personnes là, à l'instant T, qui se sentent très proches de ce qu'il a incarné. Voilà. Maintenant, il nous appartient de construire une autre étape. Et il y a eu manifestement chez une majorité des Français plutôt de droite, la volonté aussi d'avoir un nouveau leadership. Jean-François Copé aussi, il a un socle. C'est un plus petit socle. C'est un petit socle individuel, quoi. Il le met sur son bureau. 0,3 qu'il a amené, voilà, et c'est personnalisé, on va dire. C'était un socle personnalisé. Chacun son socle. Allez, on va parler maintenant de François Hollande. Dans un mois, c'est Noël, et tout le monde a fait sa petite liste de cadeaux. Et il paraît que le présent à la mode cette année, c'est président de la République. Bref, on s'intéresse donc à la gauche qui regarde attentivement ce qui se passe en ce moment les primaires à droite. Selon le calendrier du chef de l'État, il doit annoncer sa candidature au mois de décembre. Ses proches sont un peu fébriles, faut bien le dire, et tentent de donner une date. Alors le chef des sénateurs socialistes, Didier Guillaume, a évoqué la date du 10 décembre, mais rien n'est confirmé. Le PS étendu, François Hollande discret, Emmanuel Valls en embuscade. D'ailleurs, comment faire son choix entre le président de la République et le Premier ministre? Eh bien, c'est assez clair pour le porte-parole du gouvernement. Vraiment très très clair, Stéphane Le Foll. Je n'en doute pas. C'est très persuadé, Stéphane Le Foll, sur la candidature du président de la République. Donc, pas de suspense, mais on ne sait jamais, autant ne pas injurier l'avenir. Voilà la suite de ce qu'a dit Stéphane Le Foll. Efficace, engagé. Voilà, Stéphane Le Foll ce matin sur BFM. Éric Meytoux, c'est assez étonnant. On voit qu'il y a quand même une fragilité en ce moment au sommet de l'État pour savoir qui finalement. Quand vous avez un président de la République qui est à 10, 11, 12% de popularité, que le gouvernement n'est pas beaucoup plus haut et qu'il n'y a pas un seul candidat derrière qui se détache pour prendre sa place, peut-être Valls, Macron est hors du jeu. Comment vous voulez qu'il soit pas fébrile, forcément. Guillaume Larrivé. Bon, deux remarques. Premièrement, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que le président actuel, le président sortant, n'apparaît pas comme le chef légitime de son camp. C'est quand même quelque chose de tout à fait singulier. Deuxièmement et surtout, moi je suis frappé d'une chose, notamment comme député, c'est de la fracture idéologique, pour le coup, qui existe entre les différentes gauches.
quoi de commun entre Emmanuel Macron et Arnaud Montebourg, par exemple? Vous voyez, parce que Macron, Alain Juppé, François Fillon, on en parlait tout à l'heure, il y aura in fine une plateforme de gouvernement qui est assez facile à définir. Il y a beaucoup de convergences. Il peut y avoir une nuance, est-ce qu'il faut faire un point, deux points, etc. Mais il y a une vraie convergence. En revanche, au sein des gauches, moi je trouve qu'il y a un éclatement. Ces gens s'entre-détestent, y compris sur des questions de fond. Ils veulent faire des politiques diamétralement opposées. C'est cette gauche explosée. On a vu des choses, par exemple, pendant la campagne des primaires entre l'identité heureuse et par exemple Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a passé son temps à dire que l'identité heureuse n'existait pas. Enfin, on voit qu'il y a des lignes de fracture à droite assez fortes sur des sujets. Il y a des vrais débats, mais il y a une vraie capacité d'unification et je pense vraiment qu'on est en train de le démontrer, qu'on le démontrera dimanche et plus encore dans les jours qui vont suivre. Absolument. Il n'y aura pas ça. Tandis que de l'autre côté, c'est la gauche éclatée façon puzzle. Alors, Audrey Goutard, ce qui est intéressant, c'est est-ce que le fait que la droite ait mis hors jeu finalement Nicolas Sarkozy, finalement François Hollande, il se dit ah oui, mince, c'est-à-dire que 2012 va pas se reproduire en fait. Oui, mais en même temps, moi, je lisais le bouquin de Davet et de l'homme et je me mettais un peu à la place. J'imaginais Davet en train de faire la cuisine pour le président et se dire, en imaginant que ça se continue, et que ça soit après les primaires. Et je serais Hollande, je me dirais, finalement, Fillon, s'il arrive là, j'ai ma chance. Je trouve que Hollande, même si les sondages ne le montrent pas, mais je trouve que Hollande, il n'a jamais eu autant sa chance, si vous voulez, pour se présenter aujourd'hui et pour représenter quelque chose, parce que 500 000 fonctionnaires en moins, un programme mais encore une fois, ça ne se joue pas sur les programmes. Encore une fois, ça ne se jouera pas sur les programmes. Les Français montrent quand même qu'ils s'intéressent aux programmes. On voit bien une mobilisation des Français sur les programmes. Les fonctionnaires vont s'intéresser aux fonctionnaires, les policiers aux policiers, les travailleurs d'Alstom aux travailleurs d'Alstom, mais pas au programme. Pas au programme, ça va pas jouer sur les programmes. Et François Hollande est aussi démonétisé aujourd'hui que Sarkozy l'était. Et moi, je pense que s'il se présente aux primaires, il va vers la même humiliation. Oui, moi je parierais plus maintenant. Il y a encore moins les sondeurs. Ce qui est complètement singulier, c'est que non seulement le président sortant n'est pas perçu comme légitime par une large majorité de ses partisans supposés. Première particularité. Deuxième particularité, c'est qu'il a effectivement ce processus de primaire. Et quand on discute avec les collègues députés socialistes, pardon de le dire, pour des roses, mais ils sont complètement dans le bleu. Ils savent pas du tout si François Hollande est en capacité aussi de gagner la primaire. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement incertaine au sein des gauches face à une droite qui, elle, est en train de se réunifier. Alors on va en parler dans un instant. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau. Voilà que la primaire de droite va bientôt se terminer dimanche. On ne sait pas qui sera vainqueur. On a peut-être une petite idée que la primaire de gauche. Non, on ne sait pas. Non, attendez, attention, on ne fait plus de pronostics, on l'a dit. Même si on parie, mais c'est pas grave. Moi, je pense que c'est Macron. Exactement. Mais justement, on va commencer à préparer cette primaire de gauche. Alors, Guillaume Meurice, ce que disait Audrey Goutard, beaucoup de gens l'ont pensé aussi. C'est est-ce que finalement le fait que François Fillon éventuellement pourrait devenir le candidat de la droite, ça réactive ce clivage droite-gauche? C'est vrai. On en avait marre de ce clivage. Non, mais parce qu'on disait, certains disent il avait disparu. Il faut être au-dessus de ce clivage droite-gauche. On voit qu'avec François Fillon, voilà, c'est sûr, c'est un candidat de droite. Et à ce moment-là, est-ce que ça peut profiter à François Hollande justement? En fait, comme on ne sait pas, on va éviter toute analyse pour avoir l'air con dans 3 mois, c'est pas la peine. Moi, je pense que stratégiquement, François Hollande mise tout sur le fait qu'il va être au 2e tour face à Marine Le Pen. Et je pense que c'est son House of Cards. Je pense que vraiment, il joue ça depuis le début, ce qui est un jeu hyper dangereux, évidemment. Mais je pense que sa stratégie est celle-là. Après, c'est une analyse politique d'humoriste. Bien sûr, mais on a vu que les analyses politiques avaient à peu près les mêmes que les humoristes, donc des fois, je me permets de passer celle-là. On peut voler votre métier de temps en temps, vous savez. Deuxième chose, c'est que je me permets de le dire, parce que ça arrive pas souvent, j'étais d'accord avec Guillaume Larrivé sur le fait que c'est vrai qu'à gauche, il y a des mecs qui sont beaucoup plus proches de Mélenchon, en fait, à gauche du PS, et puis de l'autre côté, il y a des mecs qui sont quasiment juppéistes, quoi. Allez, donc en fait, je suis assez d'accord sur le fait que la gauche est éclaté. Je suis pas d'accord là-dessus. Pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a autant de distance entre Benoît Hamon et François Hollande que entre Juppé et Fillon. Mais après, ils se réunissent derrière un chef. Mélenchon est clairement hors du jeu, et encore, parce que c'est aussi une posture politique. Mais je pense que les frondeurs, en dehors du fait qu'ils avaient une carte à jouer et qu'ils ont joué leur carte politique,
politique. Après, la gauche est tout à fait capable, le PS est tout à fait capable de se rassembler de la même manière après la primaire que la droite se rassemblera lundi. Il y a des mecs qui ont failli voter une motion de censure. Mais bien sûr que c'est ridicule. Du coup, ça devient ridicule. En fait, le PS est plus ridicule. Mais non, mais vous avez, encore une fois, vous avez un candidat qui dégringole à 12%, qui a plus d'autorité parce qu'il a plus la popularité. Bah forcément, derrière, ça part en sucette. Mais déjà avant, ça partait en sucette. Les frondeurs, ils ont pas attendu que Hollande soit à 12%. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, il était déjà en dégringolade. C'est allé assez vite. Pas de chef, ça aide pas. Justement, alors il y a une chose. Tout à l'heure, on a parlé éventuellement de cette date du 10 décembre à laquelle François Hollande finalement donnerait confiance pour dire s'il se présente ou non. Alors le 10 décembre, c'est marrant parce que c'est pas une date au hasard. C'est comme par hasard, c'est le jour où Emmanuel Macron fait un meeting à Paris. Alors je ne sais pas, bien sûr, ça doit être vraiment quelque chose de pas pensé. D'ailleurs, demain, il sort un livre, Emmanuel Macron, qui s'appelle Révolution. Et ça, c'est marrant. Révolution, exactement. J'allais venir vers vous, évidemment. Audrey Goutard, voilà, justement, il y a un programme dedans. Est-ce que vous avez jeté un œil, justement, vous, Audrey Goutard? On a eu des bonnes feuilles dans les rédactions? Je n'ai pas eu les bonnes feuilles. Moi, je suis comme n'importe quelle citoyenne. J'ai entendu Monsieur Macron s'exprimer, j'ai tout entendu, et maintenant j'attends le programme. Effectivement, on attend le programme et on est tous là. Alors, je ne sais pas si l'un de vous a eu les bonnes feuilles. Moi, non. Il n'y a pas grand-chose sur le programme, en plus. J'ai parlé avec quelqu'un de l'entourage de Macron qui disait qu'effectivement, le programme allait nous scotcher, quoi. Que ça a été réfléchi depuis des mois, qu'il a fait appel, effectivement, et vous le savez mieux que moi, à énormément de professionnels des différentes professions, que pour la justice, qui est plutôt ma partie, effectivement, il n'a pas discuté avec énormément de magistrats, il s'est imprégné, imbibé, que donc ça serait un programme réaliste, me disaient les membres de son entourage. Alors maintenant, à voir ce que ça va donner. Guillaume Larrivé, on se souvient de juste avant le premier tour, c'est là où, du dernier débat, des Républicains à 7. Le mercredi, c'est là où Emmanuel Macron se déclarait candidat. Et Bruno Le Maire avait dit, Emmanuel Macron, ça peut être un problème pour la droite. Est-ce que vous pensez que ça peut être également un problème pour la droite, Emmanuel Macron? Moi, je pense que c'est déjà un atout pour le débat public. Ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai vraiment très envie de lire son livre, Révolution. Je précise que d'ailleurs, je suis pas candidat à la présidentielle, mais je sors un autre livre, moi aussi, le 12 janvier, chez Plon, qui s'appelle Insoumission. Ça, c'est peut-être encore plus rigolo. Voilà. Un député des Républicains qui sort Insoumission, c'est marrant. C'est bien qu'il y ait du débat d'idées. Moi, je crois encore une fois à la force des idées. Je pense qu'on manque d'idées. On a besoin de trancher des lignes parce qu'on a besoin de définir des solutions pour le pays. On a besoin de faire trancher les Français sur des solutions de fond. Et donc, plus il y a d'acteurs politiques qui réfléchissent, qui lisent, qui voient des Français, qui font des propositions, qui écrivent des bouquins structurés, je trouve que c'est utile, on a besoin de ça. Et Emmanuel Macron, que je connais un peu, c'est un garçon intelligent, je partage pas toutes ses options, mais voilà, je trouve qu'il apporte un élément de fond dans le débat public qui n'est pas inintéressant, et donc tant mieux, voilà, il s'exprime en toute liberté, je trouve ça pas mal. Guillaume Meurice, vous, sur la personnalité et sur ce livre Révolution que vous allez vous procurer avec passion. Évidemment, je vais le dévorer. Il paraît. J'ai pas eu les bonnes feuilles non plus, je suis à cran. Pour vous, finalement, aujourd'hui, il continue, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, en fait, il a un logiciel de candidat et qui coche en fait toutes les cases. Le programme dans l'Obs, c'est fait, etc. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça, finalement, Emmanuel Macron? C'est assez propre, c'est une bête de communication. Moi, j'ai été à sa déclaration de candidature à Bobigny. C'était fabuleux. Il a dit, je vais me présenter devant des apprentis, etc. Ils ont vidé, déjà, je fais une chronique là-dessus, ils ont vidé toute la salle des jeunes des quartiers et même des apprentis, c'est-à-dire des élèves qui étaient là pour pas que ça dépasse, pour pas qu'il y ait un bruit plus haut que l'autre. Donc, il y avait que des journalistes, il était au milieu des bagnoles, tout ça était ridicule. Mais bon, au final, à la télévision, voilà, et c'était propre. C'est un monstre de communication. Et par contre, c'est uniquement de la communication, quoi. Oui, après, c'est rigolo parce que son bouquin s'appelle Révolution. En physique, une révolution, c'est justement un tour, et ça revient au même endroit. Voilà. Et donc là, on revient au même truc, la soupe libérale, etc. Patati patata, quoi. Mais là, on voit qu'il y a deux sortes de libéraux qui s'affrontent quand même. On voit que c'est pas la même chose que François Fillon, par exemple. Il y en a qui trouvent qu'il y a trop de charges qui pèsent sur les entreprises, et d'autres qui trouvent qu'il y a quand même beaucoup trop de charges qui pèsent sur les entreprises. Par exemple, Emmanuel Macron avait parlé des migrants en disant Angela Merkel a raison. Mais après, c'est les problèmes sociétaux. Ça, c'est toujours pareil. Oui. Ça, les problèmes sociétaux, c'est ce qui clive vraiment. Mais sinon, en fait, ce qui intéresse les Français, à un moment donné, là, on parlait de l'islam tout à l'heure, mais en fait, je crois, ils en ont rien à carrer. En fait, les Français, ils voudraient bien juste avoir un boulot, arriver à payer leur loyer, etc., etc. Et ça, c'est un programme économique. Bien sûr. Donc, monopoliser l'intérêt général sur des problèmes de religion, c'est un contre-feu pour pas parler des vrais problèmes qui sont des problèmes économiques. Et économiquement,
Et ils ont quasiment tous le même programme, qui est un programme libéral et voilà, qui nous fout dans la merde depuis quelques dizaines d'années. La question des migrants, c'est pas tout à fait un problème accessoire, et la position d'Angela, qu'il y ait un homme politique français qui ait soutenu la position d'Angela Merkel aussi sans ambiguïté et qui s'appelle Emmanuel Macron, on peut le mettre à son crédit. Après, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, Macron, c'est de la communication, et je pense que ça va finir par se voir que c'est uniquement de la communication pour l'instant, qu'il est un peu jeune en politique, qu'il apporte pas quand même énormément d'idées nouvelles. Effectivement, il a une manière de s'exprimer. Il pratique l'art du parler vrai, enfin quelque chose qui ressemble à du parler vrai. Voilà. Et il est assez régulièrement pas tellement. Ça lui arrive de pas être là où on l'attend, et ça, il est assez fort là-dessus. Après, derrière, effectivement, on attend son programme, mais pour l'instant, on l'a pas et on l'a jamais eu. En fait, on l'a pas et on est en train de parler de lui. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il est hyper balèze encore. Guillaume Larrivé. Sa plus grande faiblesse, c'est sa totale absence, non seulement d'expérience, mais surtout de réflexion pour l'instant sur les questions régaliennes précisément, parce que voilà, il a une culture économique, on peut en débattre, mais enfin voilà, il sait parler du monde de l'entreprise. Sur les questions régaliennes, ça va vraiment être intéressant de voir s'il a quelque chose à nous dire sur la sécurité, sur l'autorité judiciaire, sur les questions migratoires de manière un peu plus structurée, sur la question aussi européenne. Moi, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il pense. Et dans mon propre livre, il y a beaucoup d'idées nouvelles. D'ailleurs, juste ça s'appelle Insoumission. Pour terminer, ce qui est assez étonnant chez Emmanuel Macron. Voilà, ce qui est assez étonnant, c'est l'éditeur choisi aussi. XO, c'est l'éditeur de Guillaume Musso. Enfin, c'est pas du tout un éditeur normalement de livres politiques, et il choisit justement un éditeur. C'est de la com. Ça sera résumé à ça. Le mot du soir, c'est de la com. Allez, l'info à 20h50.